On est en 2015 et le monde du jeu vidéo peut enfin mettre sa main sur Batman Arkham Knight. C'est un grand succès, critique et financier. Mais il est moins apprécié que son prédécesseur, Batman Arkham City. Et c'est normal, il a des défauts. Des défauts scénaristiques surtout, mais également des défauts de rythme. Et les joueurs lui reprochent la surutilisation de la Batmobile. Et ben vous savez quoi? Moi je l'aime bien ce jeu. J'aime surtout son gameplay, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Enfin du moins pas dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo je vais parler de l'antagoniste principal de jeu, qui non n'est pas le chevalier d'Arkham, mais bel et bien un personnage paradoxal qui est aussi populaire qu'il est sous-exploité dans les comics. Je veux bien évidemment parler de l'épouvantail. Terror of Gotham. Fear is power. Is who can make war. I would gladly wear his glory. And at the end of fear, oblivion. Fear makes you mine. Fear is my weapon. The king of fear. I am Scarecrow. L'épouvantail, c'est un des personnages les plus populaires de Batman. J'ai fait un petit sondage en demandant à des personnes qui étaient les 5 premiers méchants de Batman qui leur venaient en tête. Une fois sur 4, on me citait l'épouvantail. En plus, il apparaît pour la première fois dans le comics World's Finest numéro 3, ce qui en fait un des antagonistes les plus anciens du Chevalier Noir. Mais comme dit précédemment, il est très souvent sous-exploité. En fait, il est souvent deux choses. Soit un des hommes de main plus d'un antagoniste plus important dans l'histoire, comme dans Batman Hush, où il est plutôt un rouage du plan de Hush, ou dans Batman Halloween, où au mieux il deviendra un homme de main de double face. Et même dans un Batman Begins, où il est juste le méchant secondaire de l'histoire, dont le problème est réglé par Rachel Dawes. Ah, la cousine elle n'existe même pas dans les comics, mais c'est elle qui règle le problème de l'épouvantail. Mais d'ailleurs, c'est limite plus la némésis de Rachel Dawes que de Batman dans ce film. En fait, il est souvent utilisé comme choker. Vous savez pas qui est choker? Bah c'est normal, hein, tout le monde s'en fout de choker. C'est un méchant Spider-Man, si vous voulez savoir. Bon, pour revenir à l'épouvantail, il peut aussi servir à autre chose. Ça peut être un outil scénaristique, ce qui est pas forcément mieux pour lui. Hein. Dans ces cas-là, on sert surtout de sa toxine de peur, pour parler des peurs et des angoisses de son adversaire, qui est souvent Batman. Et dans ces histoires-là, c'est Batman qui se bat contre ses démons, mais les scénaristes ils s'en foutent un peu de l'épouvantail finalement. On va donner un exemple. Batman, la série animée, qui est une série excellente. C'est d'ailleurs mon œuvre Batman favori. Dans les épisodes où l'épouvantail apparaît, il est finalement secondaire à l'histoire. Alors oui, dans le premier épisode, il y a une origin story. Mais on se concentre plus sur les angoisses de Batman, et ce sera le climax de cet épisode. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Dans le second, on parle plus de Robin. Et ce schéma sera répété à chaque fois que l'épouvantail sera le méchant du jour. On ne parle pas de Crane, on ne développe pas Crane, on parle de nos héros. Alors du coup, on peut se poser la question, mais pourquoi ce personnage existe encore? Et pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire? Parce que des mecs qui sont apparus dans les 40 dans les comics qui ont disparu depuis, bah, il y en a une centaine de milliers. Alors, pourquoi il existe encore? Bah grâce à sa toxine essentiellement, qui est bien pratique quand on a quelque chose à dire sur Batman et ses angoisses. Pourquoi il est aussi populaire? Parce qu'il est ultra marquant. Tout le monde se souvient de lui dans Batman Begins, même plus que Ra's al Ghul, ce qui est assez dingue d'ailleurs quand on y pense. Les épisodes de la série animée, certes, il n'est pas développé en tant que personnage, mais ils font partie des meilleurs épisodes de la série. Et quand on est gamin, on pense pas au développement de personnage. On voit juste un mec qui arrive à mettre en difficulté notre héros et ça nous marque. Et même dans Batman Arkham Asylum, tout le monde se rappelle des passages de l'épouvantail. Bah faites le test, hein. Parlez à un mec de Batman Arkham Asylum, je vous donne pas 2 minutes avant qu'il commence à vous parler de l'épouvantail. Et donc finalement, on a un personnage que tout le monde connaît, avec un fort potentiel qui est peu exploité dans toutes les œuvres dans lesquelles il apparaît, et qui se voit être mis sur le devant de la scène d'un des jeux les plus attendus de 2015. Mais peut-être que vous vous rendez pas compte à quel point le siège qu'il va occuper est précieux. Laissez-moi donc revenir sur la saga Arkham. Bon alors là je vous préviens tout de suite, le but c'est pas de vous faire un spoil qui peut. On va juste revenir sur les méchants principaux de la saga Arkham. Attendez-vous à du spoil, mais pas une rétrospective complète. La saga Arkham ça commence en 2009 avec Batman Arkham Asylum, avec notamment Paul Dini au scénario, un des auteurs de la série animée. Et le jeu est écrit comme un très grand épisode de la série animée justement, avec sans surprise le Joker antagoniste principal. C'est le classico, on prend pas de risque. Le Joker, c'est le premier ennemi qu'on voit dans le jeu. L'intro fait l'emphase sur lui, c'est lui l'élément perturbateur, c'est lui le boss final, et l'objectif du jeu est de l'arrêter.
Alors oui, il y a des péripéties, le plan du clown est un peu plus complexe, et on affronte d'autres personnages de la mythologie Batman, mais le but du jeu est clair, c'est d'arrêter le Joker. Batman Arkham City, sorti en 2011. L'intro fait l'emphase sur Hugo Strange, directeur de la prison d'Arkham City, dont Batman est clairement opposé. On apprend que Hugo Strange connaît le secret de Batman, et il nous annonce que tout sera fini quand il déclenchera le Protocole 10. Alors, c'est le méchant du jeu ? Eh ben non. Au bout de quelques heures de jeu, on rencontre le Joker, malade après les événements de Arkham Asylum. Il empoisonne Batman avec son sang pour le forcer à trouver un remède. Et c'est bien cette maladie qui aura le plus d'impact sur la fin du jeu et sur la suite. Bien plus que le fameux Protocole 10 de Hugo Strange. Protocole 10 qui consiste d'ailleurs juste en une exécution de masse, ce qui est très décevant. Et d'ailleurs Hugo Strange, on apprend que c'est même pas le cerveau derrière tout ce plan, mais bel et bien Ra's al Ghul. Un Ra's al Ghul qui va tuer Hugo Strange juste après cette révélation. Et absolument tout le monde s'en fout. Pire que ça, le personnage qui pose le dernier problème à Batman, c'est le Joker. Le boss final, c'est Gueule d'Argile, qui est un tas de 3 mètres, 300 kilos, Steaming, stinking pile of grade A monkey crap! un Gueule d'Argile qui est sous les ordres du Joker, et le jeu se finit sur la mort du Joker, qui est bien plus impactante que celle de Hugo Strange. Une mort de Hugo Strange que tout le monde a oublié au passage. Batman Arkham Origins maintenant, sorti en 2013, se passant 10 ans avant Arkham Asylum. Là c'est beaucoup plus simple. Black Mask a engagé 8 assassins ayant une nuit pour tuer Batman et l'objectif du jeu est clair, il est explicité par Batman, il faut trouver Black Mask pour mettre fin à tout ça. Sauf qu'on découvre au milieu du jeu que Black Mask c'était en fait le Joker depuis le début. C'est lui qui a engagé les assassins et c'est donc lui qu'il faut arrêter. Alors il y a bien Bane qui intervient prendre plus d'importance dans l'histoire, mais on se concentre clairement plus sur le Joker et le jeu se finit quand on l'a définitivement stoppé. Et là on se rend compte que Batman Arkham Asylum est une histoire classique de Batman avec le Joker en antagoniste principal. Que dans Arkham City, le Joker vole la vedette à Hugo Strange et le jeu met un point final à la relation Batman-Joker. Et enfin, Arkham Origins montre l'origine de cette relation. La saga Arkham parle du Batman et du Joker. Et dans les 3 jeux, c'est lui le méchant principal, montrant bien ce qu'il est, le méchant ultime de Batman. Et c'est pas vraiment comparable avec Spider-Man. Dans le premier opus de Marvel Spider-Man, le jeu se concentre sur les Sinister Six et en particulier sur Dr Octopus. Dans la suite, on nous promet Venom et Kraven le chasseur. Dans le troisième, on aura peut-être un retour de Octopus ou alors le bouffon vert. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que Insomniac a décidé de varier les antagonistes principaux des jeux. Résultat, être à tête d'affiche face à Spider-Man devient une possibilité pour n'importe quel méchant qui a une histoire à raconter. Dans la saga Arkham, tout le monde aura son cadre de gloire. Le pingouin, Double Face, Bane, Ra's al Ghul, l'homme mystère et même le putain de chapelier fou. Mais la tête de gondole, c'est le Joker. Et aucun autre super vilain ne prend la place quand le Joker est dans l'histoire. Alors, le Joker est mort à la fin d'Arkham City, donc bon, vous vous rendez bien compte, c'est un petit peu compliqué pour lui de reprendre le flambeau. Mais qui pour le remplacer? Eh bien, on n'a pas eu beaucoup de suspense, puisque Rocksteady s'est amusé à teaser les pointails d'Arkham City. Et même à teaser son retour depuis Arkham Asylum avec la scène post-générique. Mais on a déjà vu avec les anciens jeux de Rocksteady que ce n'est pas parce que tu es annoncé comme étant le super vilain de cette aventure que tu vas l'être à la fin du jeu finalement. Surtout qu'on avait des raisons de s'inquiéter pour les pointails, puisque le jeu porte le nom d'un autre personnage, qui semble être aussi central à l'histoire. Mais au final, c'est bel et bien les pointails qui est l'antagoniste principal du jeu. Mais c'est vrai que ça paraît pas si évident comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi, en termes d'écriture, l'épouvantail est bel et bien l'antagoniste principal de ce jeu, malgré la présence de Joker. Je vais commencer par évoquer ce qui est pour moi toujours un bon indicateur. Après l'intro avec la crémation du Joker, c'est le premier antagoniste que l'on voit du jeu. C'est la première fois qu'on le voit depuis qu'il s'est fait attaquer par Croc dans Arkham Asylum, et il menace la ville d'une attaque chimique de grande ampleur. L'objectif du jeu est donc très simple, c'est de le débusquer pour ramener le calme à Gotham. Mais comme je l'ai déjà évoqué, l'intrigue va se complexifier avec l'arrivée du Chevalier d'Arkham et de sa milice dans la ville, mais également celle du Joker due à l'empoisonnement au gaz de l'épouvantail qui ramène un nouvel enjeu. Mais alors, c'est bien joli tout ça, mais finalement ça change pas grand chose. Parce que même si le Chevalier d'Arkham est un proche de Batman et qui mène une vendetta personnelle contre lui, ça reste qu'un lieutenant de l'épouvantail. Ça aurait pu être Deathstroke, Deadshot, Bane ou Bloodsport. Et alors oui, tu racontes pas la même histoire avec Red Hood, spoiler, qu'avec Deadshot. Mais le Chevalier d'Arkham, ça reste une péripétie. Il a un arc narratif, ce qui le rend plus important qu'un lieutenant lambda, mais cet arc narratif n'est pas le climax de l'histoire, bien qu'il soit sur la boîte du jeu. Pour le Joker, c'est un petit peu plus complexe, mais paradoxalement, c'est un des éléments qui prouve que l'épouvantail est bel et bien l'antagoniste principal de ce jeu. Alors l'enjeu avec le Joker dans l'esprit de Batman, c'est que Batman a peur d'être aussi fou que lui, et de devenir incontrôlable. Alors, concrètement, il a peur de devenir le Batman Wolof. Le Batman Wolofs. Merci.
Sauf que ce changement est justement intensifié par la toxine de l'épouvantail. Et si on n'avait pas eu ce passage absolument lunaire, avec Harley Quinn et les clones du Joker, et toute cette histoire secondaire, on aurait très bien pu penser que tout venait de la toxine de l'épouvantail. Ensuite, vous allez me dire que le boss final, si on peut appeler ça un boss final, c'est le Joker. Alors oui, mais non. À la fin du jeu, Bruce Wayne affronte sa peur de devenir le Joker. Il enferme ses pulsions dans un sombre recoin de son esprit. Ce qu'il combat, c'est pas le Joker, mais c'est la toxine de l'épouvantail. Et le jeu se finit une fois que Batman a accompli son objectif de sauver la vie de l'épouvantail, et son objectif tout au long du jeu, c'est avant tout de stopper l'épouvantail. Bon, c'est le méchant principal du jeu. C'est extraordinaire, c'est inespéré, mais est-ce que l'essai est transformé? Parce que c'est une chose d'être sur le devant de la scène. Et maintenant, il faut savoir en profiter. Bon, vous vous en doutez, je pense que oui, l'essai est transformé. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, on va commencer par évoquer le gros éléphant dans la pièce, son design. J'en ai pas vraiment parlé dans la première partie de la vidéo, mais l'épouvantail, c'est un personnage qui a toujours été assez changeant. C'est le moins qu'on puisse dire. Les autres personnages récurrents de Batman, sauf quelques excentricités, c'est grosso merdo à chaque fois les mêmes caractéristiques. Double face, c'est quoi? Un mec en costume, jouant avec une pièce, avec une moitié de visage normal, l'autre difforme. Banco. Le pingouin? C'est un petit mafieux potelé. Banco. L'homme mystère? Lui, il a un peu changé, mais globalement, c'est un geek à lunettes sapé en vert. Banco. Le Joker? Lui aussi, il a évolué, mais bon, globalement, c'est toujours un mec grimé en clown. M'a dit banco. L'épouvantail? Facile. C'est un scientifique un peu chétif avec un sac sur la tête. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors ok, ce qui revient de plus, c'est le scientifique avec un sac à patates sur la tronche, ou au pire, un masque à gaz. Mais regardez-moi ça, là. Il y a une traîne, parfois, où le mec débarque en faisant 1m90, 90 kg. Tenez, on va prendre un série animé. Là, on a le classique épouvantail un peu goofy avec la tronche de sac. Mais pour The New Batman Adventures, qui se passe dans la continuité de la série, on a ça. Et là, je veux des explications. Parce que là, il est pas juste passé à la salle, le cousin, il a gagné des centimètres. Et je veux qu'on m'explique comment un personnage passe normal du flic de Léo Messi à celui de Roman Reigns. I'm the tribal chief around here. Yeah, you see me, the tribal chief. That's right. Alors je dis ça, mais j'adore. Imaginez regarder ça en étant gamin, il est terrifiant. Le nez coupé, les yeux blancs, une corde de pendu autour du cou. Il ressemble plus à une goule qu'à un épouvantail, là, à ce point-là. Et on sait même pas dire s'il porte un masque ou c'est son vrai visage. Il est excellent. Et en plus, il est moins caricatural. Il a une diction plus calme avec une voix effrayante, doublée par Jeffrey Combs en VO. What's the use of providing me with test patients if you're going to lose them? You should have monitored him more carefully. Ça détonne avec la voix de Henry Pollick 2 dans la série animée où il fait plus méchant de dessin animé justement. I am fear incarnate. I am the terror of Gotham. I am the Scarecrow. Mais bon, si je vous raconte ça, c'est qu'il y a une raison, vous vous en doutez bien. Ouais, parce qu'ils ont fait exactement la même chose dans Arkham Knight. Alors je vous rappelle, la dernière fois qu'on l'a vu dans Arkham Asylum, il était très stylé mais extrêmement goofy, ce qui allait très bien avec son rôle dans le jeu. Et quand on le quitte alors qu'il se fait attaquer par Killer Croc, on se doute bien qu'il va changer un petit peu pour Arkham Knight. Mais alors on était vraiment pas prêt pour ce qu'on a vu lors de l'E3 2014. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. Violence, darkness, helplessness. All that remains is for you to watch as I drag your beloved Gotham into oblivion. Sa voix est faite par John Noble dans Arkham Knight. Denethor dans le Seigneur des Anneaux. C'est sûr qu'il laisse pas le même effet sur nous que Tino Andrade dans Arkham Asylum. Boy, little bat, you're in my world now. Et en VF, c'est encore et toujours mon pire gars, Vincent Violette, qui s'adapte à chaque fois, et qui m'impressionne toujours autant avec le nombre de registres qu'il a. Besoin de cet argent, Batman. Vous n'avez pas idée du prix des produits chimiques de nos jours. Et ce n'est pas avec une dose aussi faible que j'amènerai la population de Gotham City à se mettre à genoux et à me baiser les pieds. Un voleur. J'en étais sûr. Ne tirez pas, attendez. Ça vous a fait peur, n'est-ce pas? J'ai pompé assez de gaz dans le centre médical pour faire perdre la tête à 100 personnes. Ça ne devrait être qu'une question de temps avant que... Quoi? Abandonne. Maintenant. Comment es-tu toujours debout? Pourquoi n'es-tu pas affecté? Qui dit que ça ne me fait rien? Je le savais. Comment c'était? Qu'as-tu vu? Tu n'es pas en train de mourir, c'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons, elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois?
Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu as le plus confiance? Tes secrets les plus sombres révélés? Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. J'arracherai ce masque de ton visage et le monde entier verra la peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Non, il n'y a pas de sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. Et du coup, on va parler plus en détail de son design, et en fait non, en fait on va pas en parler, parce que vous avez des yeux en fait. Enfin regardez-moi ça, là, comment il pète le style. Bon voilà bref, autant vous dire que ce design je le trouve plus que marquant, et il est dans mon top 2 des designs de l'épouvantail, tous médias confondus. Ouais, parce que j'arrive pas à le départager avec celui de New Batman Adventures. Bon du coup, on a envie de le voir en vrai, en temps réel, et pas sur ces maudits écrans. Et d'autant plus que le jeu fait courir une rumeur sur lui, il aurait son masque greffé sur son visage. Bah du coup on a envie de vérifier nous. Et justement, le jeu nous indique un endroit où il pourrait se trouver, mais évidemment, il ne nous le donne pas. Et là vient mon second point. Le fait que l'épouvantail nous marque dans ce jeu, c'est qu'il est totalement absent, physiquement, mais omniprésent. Alors je m'explique. Si l'on fait le compte de toutes ces apparitions, on dépasse difficilement les 20 minutes. Dans un jeu d'une quinzaine d'heures, c'est très peu. C'est moins que le Chevalier d'Arkham et c'est évidemment moins que le Joker. Cependant, Il est constamment là à nous parler via les écrans géants de la ville. Il menace les flics, il menace Batman, il nous lâche un grand oral sur la peur et les phobies, il commente notre avancée dans le jeu, bref, il ferme jamais sa gueule, et ses interventions, elles peuvent durer 2 minutes 30 comme 10 secondes. Il n'y a pas plus au niveau du harcèlement, je pense que j'ai été plutôt bien. Mais le truc, c'est qu'on l'oublie jamais du coup. Et on se rappelle sa menace, mais on ne le trouve pas. Et donc, on anticipe chacune de nos rencontres avec lui. Je vais reprendre l'exemple que j'utilisais plus tôt avec la rumeur sur son visage. Quand on arrive dans le fameux bâtiment, il est là, mais il apparaît dans un écran. Alors déjà, sans qu'on s'en fasse la réflexion, ça crée de la frustration, mais surtout, on ne l'oublie pas. Were you expecting to find me, Batman? I'm afraid I must disappoint you. Parce que s'il n'était pas apparu, on se serait concentré exclusivement sur Poison Ivy dans la scène. Tout ceci nous mène naturellement à mon second point fort, chaque rencontre en face à face avec lui sont des événements dans le jeu. Et en plus de ça, quasiment chaque rencontre physique avec lui sera perturbée. La première fois qu'on le rencontre physiquement, on ne voit que son ombre à travers une fenêtre quasiment opaque. Dès qu'on rentre dans la pièce, c'est le jeu qui prend les commandes, c'est une cinématique. La deuxième fois, c'est dans le Zeppelin de Stag. On croise 2 épouvantails et la scène est parasitée par le Joker qui joue avec notre esprit. On n'est pas totalement concentré sur Crane puisqu'on a le Joker à côté de nous qui fait le con, et en réalité on se concentre plus sur l'état mental de Batman. En plus, on rentre dans la pièce en vue FPS, ce qui nous conditionne à anticiper soit une cinématique, soit une phase narrative. Par contre, notre troisième rencontre avec lui, c'est sûrement mon moment préféré du jeu. Un peu de contexte. Quand on le rencontre pour la première fois à Ace Chemical et pour la deuxième fois dans le Zeppelin, on vient pour lui, on s'attend à le voir, on vient le chercher. La troisième fois, c'est le Chevalier d'Arkham. Batman veut en finir avec lui et trouve ce que le jeu appelle clairement le repère du Chevalier d'Arkham. On a donc une bonne heure de gameplay dans ce bâtiment, suivi d'un premier boss fight où on fait vroom vroom. On nous révèle que le Chevalier d'Arkham sait que le Batman est Bruce Wayne. On retrouve Jim Gordon. On a la révélation, enfin plutôt la confirmation, que le Chevalier d'Arkham est Red Hood. Boss fight avec le Chevalier. Dialogue avec Jim. Jim nous confirme qu'il connaît notre identité dans un beau dialogue. Et boum! L'épouvantail. Dans une phase de jeu en temps réel. Il nous attend tranquillement en face de nous. En 1 heure de jeu sans qu'il ramène sa gueule, je peux vous assurer que ça fait un long moment qu'on l'a oublié. On s'attend pas une seule seconde à le voir parce que rien ne nous indique qu'il est au même endroit que le Chevalier d'Arkham. Et donc là directement on a le sentiment qu'on rigole plus. Et surtout, ça nous fait une montée de la tension dramatique alors qu'elle était justement en train de baisser. Et la scène qui suit, oh lolololo. Après cette cinématique, on voit plus l'épouvantail physiquement jusqu'à la fin du jeu. L'épouvantail est traité comme le xénomorphe du premier Alien. C'est une menace invisible, mais omniprésente. Un vrai personnage de film d'horreur. Toute proportion gardée, évidemment. Et enfin, on va parler de l'écriture du perso en lui-même. Pour une fois, l'épouvantail est utilisé comme le serait n'importe quel antagoniste intéressant, et pas comme il est utilisé habituellement. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur américain nommé Pastra, qui avait évoqué le cas de Jonathan Crane, et il avait établi 3 règles d'or pour écrire une histoire marquante autour de lui. Bon, lui, il les avait utilisées pour parler du comics Kings of Fear, sorti en 2019, mais je trouve que ça s'applique bien à ce Arkham Knight. Et en plus de ça, je suis plutôt d'accord avec lui sur ces 3 règles, donc les voici. Règle numéro 1. L'épouvantail n'est pas sa toxine de peur. Le gaz paniquant, comme il est traduit dans la série animée, est l'arme la plus iconique de l'épouvantail. Oui, l'épouvantail peut évidemment utiliser son gaz de peur, mais il peut être effrayant sans. C'est le cas dans Arkham Knight, mais surtout, la toxine n'est pas le personnage, et ne doit pas être plus importante que Crane.
Dans ce jeu, la toxine de l'épouvantail accentue la transformation de Batman en Joker, donc évidemment qu'elle est importante. Mais ce n'est pas la finalité de son plan. Et c'est même pas le déluge, ni même la grosse diarrhée qui lâche la moitié du jeu sur Gotham. La toxine est juste utilisée comme une arme, de la même manière que le Joker utiliserait une bombe. Règle numéro 2, donner à l'épouvantail un véritable objectif. Une autre particularité de l'épouvantail, c'est que c'est l'un des seuls personnages de la mythologie Batman à être purement mauvais. Poison Ivy, c'est une cause noble. Freeze est un homme désespéré, le pingouin c'est juste un mafieux. Et même le Joker, c'est finalement, quand on y pense, juste un homme fou. Mais l'épouvantail, c'est un sadique qui prend du plaisir à faire souffrir ses patients. La plupart du temps, seules ses recherches scientifiques comptent. Et c'est parce qu'on lui donne pas plus de buts que ça. Pas dans Arkham Knight. Dans ce jeu, il tient Batman pour responsable de ce qui lui est arrivé avec Croc. Il veut se venger et défaire le Chevalier Noir. Son but, c'est pas juste de faire péter sa bombe ou de mettre du caca partout dans Gotham. Son but est de faire échouer Batman et de l'exposer. Et finalement, ça rappelle un peu Bane dans Dark Knight Rises, qui veut briser Batman sans pour autant le tuer. Et ça nous donne un antagoniste intéressant, dont les motivations sont claires et même compréhensibles. Règle numéro 3, permettre à l'épouvantail de gagner. Gagner dans ce cas, ça ne veut pas dire que Batman est défait à la fin de l'histoire et qu'on termine sur une dystopie. Stopie, ta gueule. C'est que le Batman gagne, mais que Crane ait eu un impact. Dans The Killing Joke, Batman défait le Joker, mais Barbara Gordon est paralysée. Dans Nightfall, Bane perd à la fin de l'histoire, mais il a brisé Bruce Wayne. Dans Arkham Knight, l'épouvantail a goûté à sa toxine, il est enfermé dans le commissariat et est dans un état catatonique. Mais il a gagné. Polo Paul Pogba, on a gagné, voilà. Et c'est justement parce qu'il a gagné qu'il faut pas beaucoup de temps au Batman avant de s'enflammer façon Edge. Et de l'incendier, de l'insulter comme il le fallait, comme il le méritait, et de le menacer évidemment que si je le croisais, j'allais faire ce que j'avais à faire. Batman est exposé. Il doit mettre fin à sa croisade et se faire passer pour mort pour espérer revenir sous une autre forme. Mais rien ne sera plus jamais pareil. Alors, l'épouvantail m'a marqué dans ce jeu. Il n'a pas marqué que moi visiblement, puisque les effets de cette mise en lumière sont visibles aujourd'hui. En 2019 sort le comics Kings of Fear, qui le met enfin sur le devant de la scène dans les comics. Si bien qu'on le retrouve très tôt après dans le comic State of Fear en 2022. La saison 3 de Titan recrée la même dynamique avec Red Hood, et il est l'antagoniste principal de cette saison, même s'il est catastrophique dedans. You're welcome. Il est extrêmement demandé pour la suite du Batman de Matt Reeves. Et d'ailleurs, là, dans mes recherches, j'ai découvert une trend musicale où il y a des artistes qui utilisent des extraits de l'épouvantail pour faire des drops. You are the product of everything you fear. Fire. You will bring death to all who follow you. You will bring death to all who follow you. Sees when they look upon you, Batman. A hero, a savior, a king of fear. Back game on the perks game, bitch, you back up. I ain't never trust a soul, bitch, you got a back up. Alors, si quelqu'un a une quelconque explication à me donner dans les commentaires, je vous en supplie, manifestez-vous. Parce que moi là, j'ai rien compris. Bref, tout ça parce que Rocksteady a tout offert à ce personnage. Alors certes, il est absent de Arkham City et de Arkham Origins, mais ses passages dans Arkham Asylum se sont imprégnés dans la mémoire collective de tous les joueurs, si bien que même 10 ans après, Marvel Spider-Man s'en inspire. Ils lui ont offert une place de grand méchant dans une saga où cette distinction était donnée qu'à un seul méchant, le plus grand de tous. Rocksteady a décidé de mettre l'épouvantail sur ce trône pour remplacer le second personnage le plus iconique de Batman derrière Batman lui-même. Alors que Jonathan Crane a toujours été snobé par les scénaristes de comics, malgré sa popularité, c'est le personnage qui a mis fin à l'histoire de Batman dans l'une des sagas Batman les plus populaires, tous médias confondus. Rocksteady a décidé que Batman Arkham Knight serait l'heure de gloire de l'épouvantail. You don't scare me. It's okay to be afraid.
Acknowledge me.